Mon mari et ma belle-mère m'ont bastonné et roué de coups. 2 jours plus tard, je me suis vengée et j'ai souri avec un air narquois. Dans la ville de Boston, en 2014. Marie, 30 ans, se tenait devant le miroir, lissant doucement les plis de sa robe de mariée d'un blanc pur, submergée par un sentiment indescriptible. Elle avait autrefois été une jeune architecte d'intérieur prometteuse. Ses dessins avaient été exposés dans de grandes expositions d'art de la capitale, mais tout cela appartenait désormais au passé. Elle épousait Thomas, un ingénieur mécanique de Concord, une petite ville de province à moins de 2 heures de Boston. Pourtant, cela lui semblait être un monde entièrement différent. Aujourd'hui est le jour où je commence une nouvelle vie, murmura Marie. Elle ne savait pas alors que ce serait le début d'un cauchemar. Le mariage fut modeste, célébré dans une vieille église de Concord. La famille du marié occupait presque toutes les places. Les parents de Marie, Henri et Lucie, arboraient des sourires forcés. L'ambiance était étrange, surtout de la part de la mère du marié, Suzanne. La façon dont elle regardait Marie était comme si elle évaluait un produit défectueux. Une citadine comme elle ne sait probablement pas laver la vaisselle, hein. Suzanne ricana à une cousine nommée Angela alors que Marie signait le registre de mariage. Angela rit avec elle, probablement habituée à dessiner et à siroter son café le matin. Thomas ne défendit pas sa femme. Il se contenta de dire « Maman, je l'aiderai à s'habituer aux habitudes de notre famille ». Marie l'entendit et esquissa un faible sourire. Elle ne réalisa pas alors que c'était un signe. Durant les premiers mois, Marie essaya de s'adapter. Elle emménagea dans la vieille maison familiale de 3 étages de Thomas, vivant avec ses parents, Suzanne et Roger, et ses 2 jeunes frères et sœurs, Clara, 25 ans, assistante dentaire, et Daniel, 22 ans, au chômage. Dès le début, Suzanne fut claire. Personne ici n'a le temps de dorloter une princesse. Une belle fille dans cette maison doit savoir maintenir l'ordre, prendre soin de son mari et gérer le ménage. Thomas ne protesta pas, quitte ton travail à Boston. C'est plus pratique de travailler plus près de la maison. Je pourrais travailler en tant que designer indépendante. Non, personne ici n'a le temps de se livrer à des passions. Après 6 mois, Marie quitta officiellement son emploi, rangea ses fournitures artistiques et se retira du monde créatif qui avait autrefois été sa raison de vivre. La première année se passa sans incident majeur. La deuxième année, les murmures commencèrent. « Elle n'est toujours pas enceinte ?» demanda Suzanne à haute voix pendant le dîner, les yeux fixés sur la nourriture que Marie venait de mettre dans son assiette. « Pas encore » répondit Marie, les yeux baissés. « Pas encore ? Ou elle ne peut pas. J'ai eu Thomas seulement 3 mois après notre mariage. » « Les temps ont peut-être changé, maman, » dit Thomas, la voix sèche, les yeux rivés sur son téléphone. « Changé ? Ou quelque chose ne va pas chez elle ? » La voix de Suzanne devint plus acérée. Marie ravala ses larmes. Au bout de la 4e année, Thomas était devenu distant. Il rentrait souvent tard, prétextant le travail ou des chantiers. Quand il rentrait, il reconnaissait à peine Marie. Les chaudes étreintes avaient disparu. De même que les mains tenues. Leur lit partagé était devenu un vide froid et silencieux séparant 2 étrangers. Une nuit d'hiver, Marie demanda « Peux-tu m'emmener chez le médecin ? C'est peut-être moi, mais je veux être sûre. » Thomas ne la regarda pas, « Je t'ai épousée avec des attentes, pas pour soutenir un cadavre ambulant. » « Que as-tu dit ? Tu m'as bien entendu. » Cette nuit-là, Marie se recroquevilla dans son lit, les mains si fortement serrées qu'elles saignaient, mais elle n'osa pas pleurer à voix haute. Suzanne commença à s'immiscer dans tout. « Porte cette robe noire. Arrête avec toutes ces couleurs criardes. Tu as l'air ridicule. La nourriture épicée n'est pas bonne pour ton utérus. Ne porte pas de rouge à lèvres. Aucune femme respectable ne porte cette nuance. » Au début, Marie repoussait doucement, mais chaque fois qu'elle le faisait, Suzanne disait « Si tu n'obéis pas, fais tes valises et retourne à Boston. Cette maison n'a pas de place pour les femmes désobéissantes. » Marie se tut, robe noire, pas de maquillage, pas de rouge à lèvres, pas de parfum, pas d'amis, pas de travail, pas de compte bancaire. Seule une identité subsistait. La belle-fille des Johnson. 7 ans passèrent.
Pas d'enfant. Pas de rire. Plus de Marie. Seulement une ombre silencieuse errant dans la maison de 3 étages comme une domestique impayée. Un jour, Marie demanda « Peux-tu m'emmener chez un médecin privé ?» Thomas leva les yeux de son journal. Sa voix sèche « Tu penses que j'ai le temps de me promener avec une femme inutile ? Je veux juste être sûre. Non, je m'en fiche maintenant. Si tu ne peux pas accoucher, sors de cette maison. » Sa belle-mère, assise en face, hocha la tête. Je l'ai dit depuis le début. C'est un arbre mort. Si elle ne peut pas fleurir, elle se brisera. Sa belle-sœur, Clara, gloussa. Les arbres morts ne sont bons que pour être brûlés, n'est-ce pas, maman ? Daniel ajouta. Ou du bois de chauffage pour cuisiner. Marie se leva, la tête qui tournait. Elle se précipita à l'étage, mais elle entendit toujours la voix de Suzanne résonner. Morceau d'ordure inutile. À partir de ce jour, Marie commença à tenir un journal. Non pas pour se souvenir, mais pour survivre. Chaque nuit, après que tout le monde se fût endormi, elle sortait le petit carnet caché au fond de son tiroir et écrivait avec un crayon usé que Daniel avait jeté. La première page ne contenait qu'une seule ligne. Je suis Marie. J'étais une personne. Un jour de septembre, Marie appela sa vieille amie Elisabeth à Boston. Le téléphone sonna, puis se coupa. Elle réessaya. Une voix féminine inconnue répondit. « Ce numéro n'est plus en service. »« Ce n'est pas possible, » murmura Marie. Elle essaya le numéro de ses parents. Pas de réponse. Puis bloqué. Ce soir-là, quand elle demanda à Thomas, il répondit nonchalamment, « J'ai changé le numéro de ta mère. » Pourquoi continuer à appeler ? C'est embarrassant. Tu n'en avais pas le droit. Tu n'as pas le droit d'élever la voix sur moi, cria Thomas. Tu ne gagnes pas d'argent. Tu n'as rien. Ta propriété dans cette maison. Cette phrase s'est gravée dans l'esprit de Marie. Elle n'était plus une femme. Elle était un objet. Un objet qui ne pouvait pas produire, ne pouvait pas remplir sa fonction, jeté dans un coin. Un jour, Marie surprit Suzanne en train de parler à sa voisine, Patricia. Si cette fille ne peut pas nous donner un enfant, je ferai en sorte que Thomas épouse quelqu'un d'autre. Notre famille aura un héritier. Et Marie, demanda Patricia. Elle restera et travaillera, bien sûr. Qui d'autre nettoierait la maison ? Marie resta figée derrière la porte de la cuisine. À ce moment-là, elle réalisa que sans enfant, elle n'était pas une femme, pas une belle fille, pas même une personne, juste une machine de service. À la fin de la 8e année, Marie n'était toujours pas enceinte. Suzanne commença à lui donner des remèdes populaires, un liquide noir épais et amer. Garde-le dans ta bouche pendant 5 minutes chaque matin. Pas de crachat, pas de lamentation. Thomas se tenait derrière elle et dit « Fais-le ou sors ». Elle tint le liquide. Des larmes coulaient à cause de l'amertume et de la honte. 7 ans auparavant, elle était architecte d'intérieur et avait été publiée dans le magazine American Interior. Maintenant, elle était l'arbre mort aux yeux de cette maison. Mais Marie n'était pas morte. Elle écrivait toujours, et dans ses mots, quelque chose commença à s'agiter. Pendant l'hiver de la 8e année, une épaisse neige recouvrit les toits de tuiles grises et rouges de Concorde. Dans la cuisine froide, Marie pliait soigneusement des serviettes à main dans le panier à linge. Sur la table, le liquide noir fumant que Suzanne la forçait à boire chaque matin était resté intact. Marie déglutit difficilement et jeta un coup d'œil à Suzanne qui épluchait des légumes. 3 minutes, dit Suzanne sans regarder. Tiens-le encore 2 et ne renverse pas une goutte comme hier. Le goût amer était devenu familier. Marie serra les lèvres, les larmes lui montèrent des 2 yeux. Sa langue brûlait, mais elle ne dit rien. Personne ne lui avait donné la permission de se plaindre. Depuis que Thomas avait confisqué son téléphone, Marie avait perdu tout contact avec le monde extérieur. De vieilles amies comme Elisabeth, Martha, même Alan, un ancien collègue qui l'avait autrefois énormément aidée, n'avaient aucune idée si elle était morte ou vivante. Chaque fois qu'elle mentionnait sortir pour des affaires personnelles, Suzanne la fusillait du regard. « Qu'est-ce qui manque dans cette maison ? Dis-moi ce dont tu as besoin. »
Ne te faufile pas, Thomas renchérit. Si tu as besoin de savon, ma mère l'achètera. Besoin de dentifrice? Dis-le. Pas besoin de sortir. Je veux juste me promener, prendre l'air, respirer ici. Le monde extérieur n'est pas pour quelqu'un comme toi. Marie essaya une fois de se faufiler dehors la nuit pendant que la famille dormait. Mais le portail en fer avait été remplacé. Personne ne lui dit quand. Personne ne dit rien. Mais le lendemain matin, Daniel remarqua nonchalamment, hier soir, un rat courait en liberté dans la cour. Peut-être qu'il voulait aussi la liberté, hein? Clara rit. Oui, mais les rats qui échappent au piège se font généralement casser le cou. Marie s'assit en silence, sa main serrant la cuillère jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Cet arbre desséché n'est toujours pas tombé, dit Suzanne à haute voix alors que Marie descendait les escaliers. Cet arbre desséché va préparer des boissons pour tout le monde, répondit Marie calmement. Un arbre sans fleurs n'est bon qu'à abattre. Rester là est une nuisance. Thomas posa sa tasse de café sans regarder sa femme. On n'aurait pas pu mieux dire. La tête de Marie bourdonnait. Ces mots avaient résonné pendant des mois si souvent qu'ils étaient devenus un murmure constant dans son esprit, même dans son sommeil. Elle avait écrit cela une fois dans son journal. Je ne sais plus qui je suis. Je ne pense plus, ne réagis plus. Je ne vis que pour obéir. Je vis comme un animal en attente d'être appelé. Un jour, Marie oublia de placer une serviette sur le plateau à thé en le servant dans le salon. Suite à cette petite erreur, Suzanne jeta la tasse par terre. Brisée tout comme ton utérus vide. Daniel, les jambes croisées sur le canapé, secoua la tête. Tellement instruite, et pourtant elle ne sait pas tenir un ménage. Quel gâchis! Clara répliqua. Maman, fais-lui reprendre l'eau amère. Elle a avalé trop vite hier. Marie ne dit rien, faisant semblant de ne pas entendre, et balaya les morceaux brisés. Sa main saignait d'une coupure due à un morceau de porcelaine, mais elle ne broncha pas. Personne ne s'en soucia. Pendant les repas, l'atmosphère était toujours tendue comme une corde. Un faux mouvement et Marie serait grondée. Tiens-toi droite. Tu manges comme un singe. Ne prends pas ce plat. Il est trop gras. C'est probablement pour ça que ton utérus ne peut pas porter de bébé. Ne mâche pas si fort. Personne ne t'a appris les bonnes manières? Une fois, Thomas dit à voix haute. Si tu ne peux pas avoir d'enfant, alors sors de cette maison. Sa voix tonna dans la salle à manger silencieuse. Personne ne fut surpris. C'était comme s'ils avaient attendu qu'il le dise. Tu ne peux pas dire ça comme ça, demanda Marie. Thomas se leva. Je dirai ce que je veux. Tu n'as pas le droit de me répondre. La table tomba dans le silence. Roger secoua simplement la tête légèrement mais ne dit rien. Le seul homme qui aurait pu intervenir mâcha sa viande tranquillement comme si cette tragédie n'avait rien à voir avec lui. Une autre fois, alors que Marie pliait des couvertures, sa belle-mère la tira dans le couloir. Tu n'as pas nettoyé les appuis de fenêtre ce matin. Paresseuse. Je les ai nettoyés. Clac. Une gifle violente au visage. Tu discutes encore? Clara passa la tête par la porte de sa chambre. Maman, frappe aussi l'autre joue, juste pour équilibrer. Suzanne n'eut pas besoin de la suggestion. Elle gifla Marie à nouveau. Cette nuit-là, Marie s'enferma dans la salle de bain, s'assit sur le sol froid et ouvrit son journal caché dans la boîte de lessive. J'ai été giflée pour avoir nettoyé. J'ai été maudite pour avoir mangé lentement. J'ai été jugée pour ne pas pouvoir avoir d'enfant. On m'a dépouillée de mon nom, de ma carrière et de mes rêves. Je ne suis plus que cette chose à leurs yeux. Je ne suis plus Marie. Le temps s'écoulait comme de la boue. Chaque jour était pareil. Se réveiller, préparer la boisson amère, nettoyer les sols, faire la lessive, cuisiner à midi, nettoyer l'après-midi, servir le dîner le soir. Personne ne la remerciait. Personne ne la regardait comme une personne. Seule une personne lui avait un jour demandé « Tu vas bien ?» C'était Jane, la femme de ménage à l'heure d'accent grave côté. Un jour, alors qu'elle venait emprunter du gingembre, elle vit une ecchymose sur le poignet de Marie.
Tu es tombée? Marie retira rapidement son bras et força un sourire. Non, j'ai glissé en nettoyant. Jane ne posa pas d'autres questions. Mais le lendemain, en rendant le gingembre, elle glissa un petit bout de papier dans la main de Marie. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle ce numéro. Je m'appelle Jane. Je ne suis pas aussi silencieuse que les gens de ta maison. Cette nuit-là, Marie lut la note encore et encore jusqu'à ce que le coin se déchire. Mais elle n'avait pas de téléphone, pas le droit d'appeler. Elle cacha la note derrière un vieux tableau comme un petit signe d'espoir. Le lendemain, Marie renversa accidentellement quelques gouttes de thé sur le tapis du salon. Juste quelques gouttes. Inutile. Elle ne peut même pas faire une seule chose correctement, hurla Suzanne. Thomas, sur le balcon, se retourna et jeta la télécommande sur Marie. Boum. Elle la frappa en plein nez. Le sang jaillit. Daniel cria, dans le mille. Marie se tint le nez mais ne pleura pas. Personne ne vint l'aider. Maman, nettoie ça. Ce tapis est cher. Dit Clara. Toujours agenouillée, Marie utilisa ses mains nues pour éponger le thé. Le sang coulait sur sa chemise. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, Marie se cacha dans le débarras sombre et écrivit sous la lumière vacillante avec ses doigts tachés de sang. Je pensais que j'étais morte, mais j'écris toujours. Je ne veux pas oublier car oublier, c'est mourir à nouveau. Le lendemain matin, on lui dit de faire les ongles de Clara. En les limant, sa main tremblait à cause de la blessure de la nuit précédente. Clara ricana. Éloigne-toi de mon auriculaire. Tu trembles comme si tu avais une crise d'épilepsie. C'est dégoûtant. Marie ne dit rien. Ses yeux étaient vides. Cet après-midi-là, en accrochant le linge dans le jardin, Marie vit son ombre sur le sol humide. Elle dit doucement, « Je m'appelle Marie Johnson. Je ne suis pas ça. J'ai existé. » Et dans ce moment fugace, une nouvelle pensée s'agita en elle, une qu'elle n'avait jamais osé considérer. Si je ne peux pas m'échapper d'ici, alors je vais faire en sorte que cet endroit ait peur de moi. Marie se réveilla à 4 heures du matin. Non pas à cause d'un réveil, mais à cause du bruit des claquements de chaussons de Suzanne dans le couloir. Suzanne faisait toujours ses rondes avant l'aube comme si elle avait peur que quelqu'un essaie de s'échapper. Personne n'osait se lever après elle, surtout pas Marie. Elle descendit silencieusement les escaliers et balaya chaque vieille marche en bois. La maison de 3 étages avait de longs couloirs et 2 chambres par étage, plus une salle de bain. La poussière s'accrochait à chaque recoin de la vieille maison, et Marie était la seule à les nettoyer quotidiennement. Personne n'aidait. Personne ne la remerciait. À 6 heures du matin, Marie entra dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Œufs au plat pour Roger, toast au miel et au beurre pour Daniel, céréales pour Clara, café au lait pour Suzanne, et une pâtisserie spéciale pour Thomas, le seul qui ne levait jamais le petit doigt au-delà de son travail d'ingénieur. Quand Thomas descendit pour le petit déjeuner, Marie lui tendit le café avec un léger sourire. Il ne la regarda pas. « Pourquoi est-il froid » marmonna-t-il. « Je l'ai fait à 5h30 en pensant que tu te lèverais tard. Alors ne pense pas à tant que je sois debout pour le faire. » « Ou tu ne connais pas l'heure » ajouta Suzanne. Elle ne sait rien. Elle se promène juste dans la maison comme un fantôme. Clara rit. Un fantôme qui sait cuisiner, par contre. C'est utile. Du moins, Daniel, écouteur aux oreilles, haussa les épaules. Un aspirateur est plus utile. Au moins, il ne fait pas tomber les tasses. Les tâches ménagères devinrent un devoir absolu. Chaque matin, Marie devait nettoyer chaque cadre de fenêtre, passer l'aspirateur sous chaque chaise, laver, étendre et plier chaque pièce de linge pour toute la maison. Une fois, elle oublia d'épousseter derrière la statue de la Vierge Marie sur l'autel du 2e étage. Suzanne appela tout le monde à l'étage et montra du doigt. « Qu'est-ce que c'est » ? De la poussière. De la poussière sur la Vierge Marie. Je suis désolée. Désolée ? Suzanne grogna. Tu resteras à genoux ici jusqu'à midi. Pas de petit déjeuner. Tu ne te lèves pas tant que je ne le dis pas, Marie s'agenouilla. Ses mains tremblaient. Ses genoux s'engourdirent. L'horloge tic-tac.
Les bruits de couverts qui cliquetaient depuis la cuisine en contrebas résonnaient comme s'ils appartenaient à un autre monde. Une autre fois, elle oublia de sécher les serviettes dans la machine. Thomas le remarqua quand il alla se doucher. Il hurla depuis la salle de bain. Cette serviette est aussi humide que ton cerveau. Marie se précipita en tenant une serviette sèche. Thomas lui attrapa les cheveux et la traîna vers le lavabo. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Un hôtel? Je rentre à la maison pour être essuyé avec des chiffons moisis. Il lui claqua le front contre le mur de la salle de bain. Pas assez fort pour l'assommer, mais assez pour la blesser gravement. Personne ne demanda si elle allait bien. Cet après-midi-là, Marie était recroquevillée derrière l'escalier, serrant son front. Sa main tenait toujours la serviette. Daniel passa, s'arrêta et sourit narquoisement. Fais attention. Les murs de cette maison sont solides. Un jour, en nettoyant les escaliers, Marie glissa et tomba du 2e étage. Son dos claqua contre les marches en pierre. Le bruit sourd fit sortir Clara de sa chambre en courant. Elle jeta un coup d'œil à Marie, pas morte. Alors lève-toi et continue à travailler. Suzanne s'approcha, fronçant les sourcils. Le sol n'est pas encore propre. Pourquoi es-tu assise là? Tu fais une pause? Je suis tombée. Murmura Marie. Alors rampe. Qui t'a dit de te promener sans regarder où tu vas? Marie se releva, tremblante. Mais elle réalisa que ce n'était pas la chute qui faisait le plus mal. C'était l'indifférence dans les yeux des personnes qu'elle appelait sa famille. Marie n'avait nulle part où se cacher. La petite chambre mansardée était à peine assez grande pour un lit simple et une vieille armoire. Elle avait autrefois accroché une de ses peintures au mur, une fleur épanouie d'une brique fissurée. Un jour, Suzanne passa, la vit et dit, « Enlève ça. » Mauvaise fortune. Tu n'es plus une artiste. Depuis, le mur était nu. Un jour d'été, Marie s'assit au bord du jardin, essorant un chiffon qui avait été trempé dans de l'eau savonneuse 10 fois de suite. Suzanne la vit depuis la fenêtre du 2e étage et cria, « Pourquoi es-tu assise pendant les heures de travail? » Je suis désolée. J'avais juste besoin d'une minute. Suzanne n'attendit pas d'entendre le reste. Quelques secondes plus tard, elle apparut avec un long manche à balai en bois. Sans un mot, elle frappa Marie sur le genou. Clac! Si tu ne travailles pas sérieusement, ne me blâme pas pour ce qui arrive. Marie s'écria, ça fait mal. Maman, ça fait mal. Tu pleures? Si tu peux pleurer, tu peux continuer à travailler. Thomas sortit de la pièce, ne dit rien et se détourna. Cette nuit-là, Marie trempa ses pieds dans de l'eau salée. Ses genoux étaient enflés, ses mains éraflées. Clara ouvrit la porte, la regarda et dit, « Quelqu'un comme toi devrait être reconnaissant de pouvoir rester ici. Tu penses que je ne veux pas partir ?» Marie éclata. Clara rit bruyamment. « Alors va-t'en. Où irais-tu, de toute façon? Pas d'argent, pas de famille, pas d'enfants. Que es-tu d'autre qu'une ombre de ma famille ?» Marie écrivit à nouveau dans son journal. « J'étais Marie. Je concevais des espaces pour que d'autres y vivent. Maintenant, je suis condamnée à vivre dans l'espace de quelqu'un d'autre comme un fantôme balayant la poussière. » Une autre fois, Marie fut réveillée au milieu de la nuit parce que Daniel avait oublié de charger son téléphone. Il cria d'en bas, « Où est mon chargeur? Qui a nettoyé ma chambre ?» Marie descendit en trébuchant et commença à chercher le chargeur, qui était tombé sous le canapé. Suzanne apparut. « Essaie un peu plus fort, ma chère. Tu vas faire chercher le petit frère de ton mari lui-même. » Thomas était assis les jambes croisées. « C'est la seule ici qui ne fait rien d'autre de toute façon. » Marie garda la tête baissée. « Je suis désolée. » Jour après jour, Marie travaillait sans arrêt, sortait les poubelles, nettoyait les toilettes, faisait les ongles de Clara, préparait du lait concentré pour Daniel, faisait des gâteaux d'anniversaire pour son beau-père. Un jour, elle resta immobile dans le jardin, tenant un sac poubelle, regardant la pluie. Jane, la femme de ménage d'à accent grave côté, passa et murmura, « Tu ne peux pas vivre comme ça pour toujours. Je n'ai aucune issue. » « Si, tu en as une. »
Mais tu dois croire que tu mérites mieux. Marie esquissa juste un sourire fatigué. Non pas parce qu'elle ne comprenait pas, mais parce qu'elle avait été convaincue trop longtemps qu'elle ne méritait rien de plus. Cette nuit-là, Marie s'assit seule dans la cuisine. Tous les autres dormaient. L'air de Concorde devenait froid. Elle regarda le balai, le chiffon, la tasse de café froide sur la table. Tout autour d'elle lui rappelait qu'elle n'était rien de plus qu'une machine. Mais au fond d'elle, une voix commença à s'agiter. Tu n'es pas un objet. Tu étais une personne. Elle continua d'écrire dans son journal. Aujourd'hui, je n'ai pas pleuré. J'ai juste écrit et je suis toujours là. Je ne suis pas encore morte. Ce septembre-là, les Johnson organisèrent une grande fête pour célébrer le 65e anniversaire de Roger. L'homme, habituellement calme et réservé, célébrait rarement avec faste, mais cette année, Suzanne insista pour qu'il fasse grand, pour « apporter de l'énergie à la maison », dit-elle. Bien sûr, l'événement n'était pas vraiment destiné à honorer Roger. C'était l'occasion pour Suzanne de montrer sa famille aux voisins, aux parents et aux connaissances autour de Concorde. 3 semaines auparavant, Marie avait dû faire la liste des invités, écrire à la main les invitations et pâtisser tard dans la nuit. Thomas lui avait assigné le rôle de servir les invités et de se tenir là, présentable, car, si elle ne sert à rien d'autre, elle devrait au moins ressembler à une femme digne de ce nom. La veille de la fête, Suzanne convoqua Marie dans sa chambre. « Demain, porte la robe en soie noire que j'ai accrochée dans la cuisine. Pas de rouge à lèvres, pas de bijoux. Tu es une belle fille, pas une princesse. Cette robe est un peu serrée. Alors perds du poids. » Quoi? Tu penses que c'est une exposition de design d'intérieur? Clara intervint. Maman a choisi cette robe avec soin. Le noir convient à son humeur stérile. Marie resta figée. Elle serra les poings sous sa robe. Aucune réponse. Elle avait appris que discuter n'apportait que plus de douleur. Le lendemain matin, la maison bourdonnait de visiteurs. Suzanne assigna Marie à gérer le salon, à verser le vin, à arranger les canapés. Elle se déplaçait comme une machine vêtue d'une robe noire suffocante et moulante. Lucie, une cousine par alliance, murmura à une autre invitée en voyant Marie porter un plateau. « Regarde-la, on dirait une veuve. » L'autre femme ricana. « Peut-être que la famille pleure sa fertilité. » Marie l'entendit. Elle inclina légèrement le plateau, mais rien ne se renversa. Elle continua de sourire, un sourire qu'elle avait appris du miroir, sans expression, sans réaction. La fête commença à 17h. La cour brillait de lumière jaune chaude, la longue table de banquet était soigneusement arrangée. Roger était assis au centre, hochant poliment la tête aux invités, son regard distant comme s'il ne comprenait pas pourquoi son anniversaire s'était transformé en une performance orchestrée par sa femme. Suzanne présenta fièrement sa famille. « Voici Clara, ma fille. Elle est assistante dentaire en ville. Voici Daniel. Il a étudié 3 ans à l'université. Il fait une pause maintenant pour trouver sa voie. Quand il s'agit de Marie, elle dit simplement « Et voici ma belle-fille. Elle m'aide à la maison. » Alors que Marie versait du vin à un cousin nommé Steven, Suzanne frappa soudainement dans ses mains et éclata de rire. « Oh, laissez-moi vous raconter une histoire drôle. » Toute la table se tourna. « Ma belle-fille est très propre. Plus propre que vous ne le pensez car son utérus n'a jamais été utilisé. » Une vague gênante de rire parcourut les invités. Marie se figea, sa main tremblant légèrement alors que le plateau de vin vacillait. Oncle Steven força un sourire. « Suzanne, tu es toujours aussi directe. » Une autre femme ajouta, « Alors, combien d'années sans enfant ?» Clara intervint. 8 années vides. Un jeune invité murmura. « C'est peut-être Thomas le problème, pas sa femme. » Les mots parvinrent à Marie et à Thomas. Il claqua son verre, bondit sur ses pieds, le visage rouge de rage. « Non, ce n'est pas moi. C'est elle. Elle ne sait pas être une femme. » L'ambiance chuta. Les regards fusèrent. Un homme d'âge moyen plissa les yeux. « Thomas, calme-toi. Les gens sont juste curieux. » Mais Thomas n'écoutait pas.
Il regarda Marie comme si elle l'avait humilié devant le monde entier. Marie ne put plus se tenir. Elle se retourna et rentra rapidement à l'intérieur, serrant toujours le plateau, son excuse pour ne pas s'effondrer. Elle traversa le salon, monta les escaliers, ravalant ses larmes. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre le palier, le claquement de talons la poursuivit. Clac! Un coup lui frappa le cœur dans le couloir. Suzanne haletait. « Tu m'as embarrassée devant la famille. Comment oses-tu partir pendant la fête ? Je suis désolée. Je ne pouvais plus le supporter. » Tu ne pouvais plus le supporter ? Qui penses-tu être pour ressentir quoi que ce soit ? Marie recula, mais Suzanne lui attrapa les cheveux et la traîna dans les escaliers comme un sac poubelle. À genoux, s'il te plaît, maman. À genoux. Elle s'effondra au sol. Sa robe se déchira aux genoux. Ça faisait mal, mais ce qui faisait le plus mal, c'était le son des fêtards qui résonnait toujours derrière elle. Clara s'avança, verre de vin à la main. « Mère, devrais-je appeler quelques personnes de plus pour qu'elles en soient témoins ? » Pas besoin. C'est suffisant. Tout le monde dans cette famille sait déjà qu'elle est un échec. Daniel marmonna de derrière, à déshonorer les hommes de cette maison. Monsieur Roger apparut sur les marches, le visage vide alors qu'il regardait la scène. Il ne dit rien, ne s'approcha pas, se détourna simplement. Un moment plus tard, Marie fut tirée sur ses pieds et forcée de se tenir au milieu de la fête. Madame Suzanne leva son verre. À la santé de l'anniversaire de mon mari. Et à la force et à l'unité de notre famille, même si certains éléments faibles n'ont toujours pas contribué comme prévu. Des rires éclatèrent. Quelques invités regardèrent Marie avec pitié, mais personne n'intervint. Personne n'intervint. La fête se termina à 22h. Alors que les invités partaient, Marie resta pour nettoyer seule. Sa robe était toujours tachée de sang de son genou. Ses mains tremblaient en portant les assiettes. Elle ne se sentait plus en colère. Plus honteuse, seulement froide. Jane, la femme de ménage d'accent grave côté, passa devant le portail et s'arrêta brièvement. Elle ne dit rien, mais ses yeux étaient remplis de larmes. Marie hocha simplement la tête faiblement, puis se pencha et continua de nettoyer. Cette nuit-là, Marie n'écrivit rien. Elle s'assit silencieusement dans sa chambre, ouvrit son journal, mais sa main ne pouvait pas soulever le stylo. Vers minuit, Thomas entra. Il ne frappa pas. Il la regarda un instant, puis dit : « Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi inutile que toi. » Marie ne répondit pas. Il s'avança, lui attrapa le menton et la força à regarder le miroir. « Regarde, c'est le visage de la personne qui m'a humiliée aujourd'hui. » Elle se regarda dans le miroir. Un visage pâle, des yeux creusés, des cheveux ébouriffés et un genou qui saignait. Thomas la lâcha. « Je n'en peux plus. » Marie hocha légèrement la tête. « Moi non plus. » Quand Thomas partit, Marie rouvrit son journal. Pour la première fois en 8 ans, son écriture tremblait mais coupait comme de la glace. Ils m'ont fait m'agenouiller devant une foule. Mais je ne suis pas morte. Une personne lentement tuée par les mots peut encore survivre et peut-être riposter. Le matin après la fête d'anniversaire, Marie se réveilla avec des douleurs dans tout le corps. Son genou saignait toujours. L'endroit où ses cheveux avaient été tirés était enflé et douloureux comme des aiguilles transperçant son cuir chevelu. Mais elle devait quand même descendre à la cuisine comme d'habitude, commençant la journée par préparer le petit déjeuner pour toute la famille. Sois prudente quand tu feras la vaisselle plus tard. Ne casse rien comme la semaine dernière, appela Suzanne en la voyant porter un plateau d'assiettes. Oui, mère, répondit Marie doucement, la tête baissée. Daniel accroupi sur la chaise, une demi-tranche de pain à la bouche. Ne me fais plus boire de café dans une tasse ébréchée. Clara arrangea ses boucles. Elle ne nous entend probablement même pas. Après s'être fait tirer les cheveux, son cerveau a probablement glissé dans son cou. Thomas ne dit rien. Il se contenta de siroter son café, puis se leva et jeta sa serviette sur la table. Après le petit déjeuner, Marie ramassa tranquillement la vaisselle et l'apporta à la cuisine. Elle se déplaçait prudemment, versant de l'eau, empilant chaque cuillère et chaque bol sur le plateau.
Mais en un bref instant, lorsqu'elle leva la main pour s'essuyer le front, un bol en porcelaine lui échappa. Clang! Le bruit de la porcelaine brisée résonna dans la cuisine comme un coup de feu. Marie se figea. Le bol se brisa. Des éclats se dispersèrent sur le sol. En quelques secondes, Suzanne se précipita du salon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vient de casser? Je suis désolée. Le bol était glissant. Glissant ou juste tes mains stupides? Sans attendre d'explication, elle gifla Marie violemment au visage. Sa joue s'engourdit. Sa tête tourna. Ce bol venait de Waterford. Des trucs chers. Tu comprends ça? Thomas entra à ce moment précis et vit Marie debout parmi les éclats, la joue rouge. Quoi encore? Grogna-t-il. Elle a cassé le bol, Suzanne pointa du doigt, sa voix sifflant comme du feu rencontrant de l'essence. Thomas fixa Marie sans ciller. Tu es tellement gênante. Je ne sais même pas pourquoi je te laisse encore vivre dans cette maison. Je suis désolée. Je vais nettoyer. Tais-toi. Puis, sans avertissement, comme un éclair, il donna un coup de pied violent à Marie sur le côté. Elle fut projetée en arrière, frappa le placard et s'effondra sur le sol. Une douleur vive traversa le bas de son dos si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Daniel passa la tête, fronçant les sourcils. Qu'est-ce qui se passe? Thomas grogna. Le bol a disparu. Daniel haussa les épaules et recula. Clara se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Elle a probablement besoin d'être rééduquée. Marie se recroquevilla, serrant son flanc. Elle se mordit la lèvre jusqu'au sang, essayant de ne pas crier. Ce soir-là, Marie n'eut pas le droit de dîner. Si tu ne peux pas travailler correctement, ne t'attends pas à manger dans cette maison, dit Suzanne, puis poussa l'assiette vers Daniel. Donne-le à ton beau-frère. Il a besoin de grandir et de travailler contrairement à quelqu'un d'autre. Marie s'assit dans un coin de la cuisine, son estomac gargouillant. Ses mains lui faisaient mal. Son côté était douloureux. Son visage était enflé. Quand le dîner fut terminé, Suzanne s'approcha et plaça une assiette de riz froid devant elle. Mange avec tes mains. Pas de cuillère. S'il te plaît, ne mange pas, alors meurs. Personne ne nourrit les ordures inutiles ici. Marie n'eut pas la force de résister. Elle baissa la tête et utilisa ses mains pour ramasser le riz froid comme un animal enchaîné dans une cage. Cette nuit-là, Thomas ne la laissa pas entrer dans la chambre. Sors. Je ne dors pas avec une nuisance. Mais j'ai mal. J'ai besoin d'une couverture. Il montra les escaliers. Va dormir dans la cabane à bois. Mais il fait un froid glacial. Va maintenant ou tu sais ce qui va se passer. Elle ne pouvait même pas se tenir correctement. Mais elle n'avait pas le choix. La cabane à bois était derrière la maison, un endroit où même Daniel n'avait jamais mis les pieds. Elle sentait le moisi, le vieux bois et la suie. Marie s'y traîna pieds nus, ses pieds tremblants sur le sol froid et sale. Thomas claqua la porte derrière elle. Le loquet métallique résonna comme une condamnation à mort. Pas de lumière, pas de couverture, pas d'eau, pas de chaleur, seulement le vent mordant de la nuit de Concorde et la solitude étouffante. Marie se recroquevilla parmi le bois de chauffage. Sa main saignait encore des éclats de porcelaine. Ses joues brûlaient encore. Elle appuya sa tête contre le mur, les yeux fixant le vide. 8 ans. 8 ans qu'elle vivait avec l'illusion que si elle était suffisamment obéissante, suffisamment douce, suffisamment endurante, il l'aimerait. Mais cette nuit-là, dans l'obscurité épaisse comme de la boue, elle réalisa que les gens n'aiment pas ce qu'ils ne considèrent pas comme humain. Une larme coula sur sa clavicule. Puis une autre. Marie ne sanglota pas. Elle n'avait plus la force de pleurer comme avant. Ses larmes étaient sèches maintenant, juste le son d'une âme qui se fissure. Aujourd'hui, j'ai été frappée. Aujourd'hui, j'ai été bannie de la chambre. Aujourd'hui, j'ai été affamée. Mais le pire, ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui, j'ai pensé à la mort. Elle écrivit ces mots avec son doigt ensanglanté sur le sol en bois humide devant elle.
La lumière provenant d'une minuscule fissure dans le plafond du grenier était juste suffisante pour éclairer une petite portion, mais assez pour qu'elle puisse voir clairement. Son sang était toujours rouge. Le sang rouge signifiait qu'elle était toujours en vie. Et si elle était toujours en vie, elle n'avait pas perdu. Le lendemain matin, Madame Suzanne ouvrit la porte du débarras. Toujours pas morte. Lève-toi et nettoie la maison. Marie ne répondit pas. Elle se leva en boitant, ramassa le balai et continua son travail comme si rien ne s'était passé. Personne dans la maison ne demanda comment elle avait dormi. Personne ne remarqua le sang séché sur sa manche. Thomas la regarda un instant, puis lui jeta la facture d'électricité au visage. « Tiens, même rester en vie coûte de l'argent. Tu es un fardeau. » Madame Suzanne répéta la phrase familière. « Si tu pouvais enfanter, j'aurais déjà un petit enfant. » Marie ne dit rien. Elle tourna simplement son visage vers la fenêtre. Le ciel de Concorde ce jour-là n'était ni bleu, ni gris. Il était flou et froid, comme quelque chose sur le point de se briser. En elle, une pensée couvait. Personne ne viendra me sauver. Personne ne viendra. Mais si je suis toujours en vie, alors je me sauverai moi-même ou je mourrai. Mais pas comme ça. Ce jour-là commença comme tous les autres jours sombres, silencieux et imprégné d'effroi. Marie se réveilla avec un œil enflé, sa main douloureuse à cause de la blessure après avoir été enfermée dans le cabanon. Pourtant, elle devait se lever avant 5 heures du matin. Se glissant dans le couloir comme une ombre dans la cuisine. L'odeur du café se mêlait à celle de l'amère herbe médicinale que Madame Suzanne la forçait à boire chaque matin, ce qui la rendait nauséeuse. Mais Marie la remua, en prit une cuillerée, la garda dans sa bouche pendant exactement 5 minutes comme ordonné, et l'avala. Chaque jour était une torture répétée. Le dîner de ce soir-là était un ragoût de bœuf avec des pommes de terre, le préféré de Monsieur Roger. Marie avait passé près de 3 heures à le préparer, manipulant chaque étape avec soin. Elle avait même vérifié 2 fois les légumes marinés de Madame Suzanne. La femme était toujours sévère sur les niveaux de sel. Tout était prêt. Elle redressa la nappe, polissa les verres jusqu'à ce qu'ils brillent, puis attendit que la famille prenne place. Tout le monde s'assit à table. Thomas lisait les nouvelles sur son téléphone. Clara arrangeait ses cheveux. Daniel ajusta sa chaise. Madame Suzanne tira une bouffée de sa cigarette. « Apporte la soupe. » dit Madame Suzanne sans regarder personne. « Oui. » Marie s'approcha, portant la marmite de soupe fumante. Juste quelques pas. Juste quelques pas de plus jusqu'à la table. Mais juste à ce moment-là, Clara fit pivoter brusquement sa chaise, heurtant négligemment le genou de Marie. La marmite s'inclina dans sa main. Un peu de bouillon chaud éclaboussa l'ourlet de la robe de Madame Suzanne. Juste un peu, juste quelques gouttes. Silence, puis clac. Une gifle retentissante. Madame Suzanne se leva, la main toujours levée. « Qu'est-ce que tu viens de faire ? Tu as éclaboussé ma robe de soupe. Je suis désolée. Clara m'a frappée. J'ai perdu l'équilibre. Renverser de la soupe, c'est toujours mieux que les 8 années que tu as déversé la misère dans ma famille, siffla-t-elle à travers des dents serrées. Personne ne leva les yeux. Personne ne dit un mot. Thomas posa son téléphone, se leva et marcha vers Clara. Son visage était de pierre. « Tu vas bien ? » Puis il attrapa les cheveux de Marie et tira fort comme s'il essayait de les arracher de son cuir chevelu. Elle s'affaissa, les bras inertes, et la marmite tomba, se brisant sur le sol. Il la traîna sur le carrelage, pas après pas, comme on traîne un cadavre. « Qu'est-ce que tu fais ? S'il te plaît, arrête. Qui penses-tu être pour tacher la robe de ma mère » cria-t-elle. Pas de douleur, mais de peur. D'humiliation. « Je suis désolée. Je suis désolée. » Thomas lâcha ses cheveux, mais avant qu'elle ne puisse se relever, il lui donna un coup de pied en plein estomac. Boum. Elle se recroquevilla comme une crevette, incapable de respirer à cause de la douleur. Personne ne l'arrêta. Clara se détourna, fronçant les sourcils. Ça m'a totalement coupé l'appétit. Daniel haussa les épaules. Appelle-moi quand ce sera nettoyé.
Marie essaya de ramper, mais Madame Suzanne l'attendait déjà avec le manche à balai. « Tu te lèves déjà ? Ce n'est pas encore fini. » Clac. Le manche en bois frappa son tibia. Clac. Un autre coup sur son genou déjà meurtri. Marie s'écria. « Maman, s'il te plaît. Ferme ta bouche. Une femme qui ne peut pas enfanter devrait se taire. » Elle gisait immobile sur le sol, le nez en sang, la robe déchirée, les cheveux ébouriffés, les mains recroquevillées comme une carapace de cigale mue. Ils s'éloignèrent tous comme s'ils punissaient un chien qui avait mâché la mauvaise chaussure. Un instant plus tard, quelqu'un lui éclaboussa de l'eau froide au visage. Daniel, tenant un verre, dit froidement. « Des ordures qui font semblant d'être mortes. » Marie ouvrit les yeux. Plus de larmes. Toutes les émotions avaient quitté son corps. Elle ne cria pas, ne riposta pas, ne supplia pas. Elle regarda simplement le vide où la lumière du plafond vacillait dans la brise à travers la fenêtre. Après un long moment, Marie rampa jusqu'à sa chambre, pansant ses blessures avec un vieux chiffon de cuisine. Elle ne pleura pas. La douleur n'était plus dans sa chair, mais dans son âme, déchirée jour après jour par des mots aussi tranchants que des lames. Elle s'assit devant le miroir, regardant droit dans son reflet. Visage pâle, lèvres ensanglantées, yeux injectés de sang. « Est-ce vraiment moi ?» murmura-t-elle. Cette nuit-là, Marie ne dormit pas. Elle s'assit et écrivit « Aujourd'hui, on m'a traité d'ordure. Aujourd'hui, j'ai été frappée au ventre. Aujourd'hui, j'ai été giflée pendant le dîner. Ils pensent que je vais mourir, mais je suis toujours en vie parce que je n'ai encore rien rendu. » À 3 heures du matin, Marie entra dans la cuisine. Elle ouvrit un tiroir et sortit le couteau à viande, non pas pour l'utiliser, juste pour savoir qu'elle tenait encore quelque chose capable de couper. Puis elle le remit doucement et monta à l'étage. Avant de fermer les yeux, elle regarda le plafond et murmura « Pas aujourd'hui. » Le lendemain matin, un autre jour ordinaire à Concors. Le ciel était gris, l'air lourd. Marie se réveilla à 4 heures du matin comme une machine en pilote automatique. Ses mains étaient enveloppées dans des bandes déchirées d'une vieille chemise, ses lèvres gercées, ses joues encore meurtries à cause de l'incident de la soupe. Mais elle entra silencieusement dans la cuisine, rinça le riz, fit bouillir de l'eau et prépara le café pour la famille. Quand Daniel descendit en trébuchant, il renifla. « Quelle est cette odeur ? Sang ou chair pourrie ?» Clara bâilla, attachant ses cheveux, et dit « Je pense les deux. » Thomas s'assit à table, tenant son téléphone, sans même jeter un coup d'œil à sa femme. Madame Suzanne descendit en tenant une facture. « Tiens, » dit-elle, lançant la pile de papier au visage de Marie. « La facture d'électricité de ce mois-ci. Les relevés bancaires montrent clairement. Tu as utilisé trop d'eau chaude. Qui penses-tu être ? Une reine ? » Marie ramassa la facture, la main tremblante. « Je suis désolée. Juste quoi ? Tu es une sangsue qui vit de la sueur et du sang de mon fils. » Thomas hocha la tête, impassible. « Maman a raison. » Marie baissa la tête. Toute excuse serait futile maintenant. À midi, alors que Marie posait le plateau de fruits sur la table, Madame Suzanne la gifla soudainement à nouveau. « Qu'est-ce que c'était, maman ?» Clara rit, faisant semblant d'être effrayée. Tout était si paisible. Madame Suzanne siffla. Elle m'a regardée dans les yeux. Une belle fille qui fait ça est irrespectueuse. Je n'ai regardé personne, dit Marie, serrant sa joue douloureuse. Tu continues de discuter. Tu vis dans ma maison et tu oses lever la tête. Daniel lui lança une graine de melon sur le front. Regarder en haut, c'est mal. Regarder en bas, c'est le devoir. Cet après-midi-là, Marie boita jusqu'au jardin pour nettoyer. La blessure à l'estomac due au coup de pied précédent n'avait pas guéri, mais personne ne lui accorda de pause. Elle travaillait mécaniquement, engourdie, sans réfléchir, jusqu'à ce qu'un petit filet de sang coule de sa cuisse jusqu'à sa cheville. Marie s'arrêta enfin. Elle s'assit sur la marche en pierre, haletante. Sa poitrine battait de douleur. Madame Suzanne la vit de la cuisine et sortit en furie avec le manche à balai. « Lève-toi.
Qui t'a dit de t'asseoir? J'ai mal. Mal? Qui s'en soucie? Ça ne faisait pas mal quand tu t'es marié, n'est-ce pas? Ça ne faisait pas mal quand tu as mangé ma nourriture, n'est-ce pas? Clac! Le manche du balai frappa à nouveau la jambe de Marie. Cette fois, elle ne cria pas. Pas un seul son ne s'échappa d'elle. Elle ouvrit simplement les yeux et regarda directement Madame Suzanne pour la première fois en 8 ans passés dans cette maison. Cette nuit-là, Marie verrouilla sa porte. Elle ouvrit son journal, maintenant épais de mots, de nombreuses pages tachées de sang séché, de larmes et de traits de stylo brisés par des mains tremblantes. J'ai enduré parce que je pensais que le silence était noble. Je me suis agenouillée parce que je croyais que le sacrifice signifiait l'amour. Mais il s'avère que je me tuais seulement jour après jour. Et maintenant je sais que je dois survivre par tous les moyens nécessaires. À minuit, Marie se faufila dans le débarras. Dans le noir, elle ouvrit une vieille armoire et en sortit une boîte en étain rouillée que Jane, la femme de ménage d'accent grave côté, y avait autrefois cachée pour elle. À l'intérieur se trouvait un vieux petit téléphone portable avec une batterie faible, pas de carte SIM, mais un appareil photo qui fonctionnait. Elle l'avait gardé pendant 3 semaines, attendant le jour où elle pourrait l'utiliser. Cette nuit-là, Marie commença à placer le téléphone dans divers coins de la cuisine, du couloir, même de la salle de bain. Chaque fois qu'elle était grondée, frappée, bousculée, elle enregistrait silencieusement. Une semaine plus tard, Marie avait des dizaines de vidéos. Des séquences de Daniel lui jetant une chaussure à la tête. Des extraits de Thomas lui donnant des coups de pied dans le dos au milieu de la maison, même Madame Suzanne lui frappant la main avec une cuillère en métal parce qu'elle avait remué la soupe trop longtemps. Elle sauva tout cela sur une clé USB cachée dans un pot de riz. Une autre copie fut envoyée à Jane, la seule personne qui savait tout. Une nuit, en nettoyant le débarras, Marie trouva une vieille valise de Thomas. À l'intérieur se trouvaient des documents, dont un rapport médical datant de 3 ans. Le diagnostic était froid. Fertilité masculine gravement réduite. Déséquilibre hormonal. Spermatozoïdes faibles. Les mains de Marie tremblèrent en lisant ces lignes. Ce n'était pas elle. Ce n'avait jamais été elle. Elle plia le papier et le glissa dans sa poche. Cette nuit-là, après que tout le monde se fut endormi, Marie se faufila chez sa voisine. Jane ouvrit la porte, la lumière jaune jetant une lueur inquiète sur son visage. « Tu es sûre de ça ?» Marie hocha la tête. « Demain. » Jane lui tint la main. « Je serai avec toi. » Marie sortit le journal, la clé USB et le rapport médical de la poche de son manteau. Elle donna tout à Jane. « Garde ça. Si je ne m'en sors pas, emmène-le à la police. Dis-leur tout. » Jane hocha la tête. Le lendemain matin, Marie se réveilla toujours tôt, fit toujours le café, arrosa toujours les plantes. Thomas passa aussi froid que jamais. Madame Suzanne grommela toujours. Le sol sent toujours ta putain d'haleine. Marie sourit légèrement. Son premier sourire authentique en 8 ans, non forcé, non paniqué. Un sourire qui ressemblait plus à un ricanement. Au déjeuner, Thomas dit: « Je pense à demander le divorce, mais tu devras signer en admettant ta faute pour que je puisse réclamer les biens. » Marie hocha la tête. « Tout ce que tu veux. Je signerai. » « Bien. Content que tu sois raisonnable. » Madame Suzanne ricana. « C'est ça. Connaître ta place facilite la vie. » Marie ne dit rien, mais dans son esprit, elle comptait les heures. Cette nuit-là, elle écrivit la dernière entrée de son journal. « Je n'ai plus peur. Je pensais être une victime, mais j'ai oublié. Je suis un témoin, et les témoins ont le droit de parler. » 2 jours plus tard, le matin dans la maison de 3 étages de Concorde commença, comme toujours, avec l'odeur du café faible, les pantoufles de Madame Suzanne traînant sur le sol, et les nouvelles de la télévision hurlant depuis la cuisine. Marie se leva toujours à 5 heures du matin. Elle portait un pull gris à manches longues, attachait ses cheveux soigneusement derrière sa tête, ses joues toujours meurtries, des cernes toujours sous ses yeux, mais le rictus était clair au coin de ses lèvres. Ses œufs encore ? Pas de saveur du tout. Thomas fut le premier à parler, les yeux rivés sur son téléphone.
Cette fille n'a aucune idée de ce qu'est le goût adulte, déclara Madame Suzanne, puis elle aboya. Ajoute plus de sel maintenant. Oui, madame. Marie se dirigea vers la cuisine. Mais au lieu de prendre le sel, elle ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe jaune pâle. Elle la plaça doucement sur la table. Thomas fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Elle se redressa, ses yeux étrangement calmes. Un petit cadeau du matin pour tout le monde. Daniel haussa un sourcil, et Clara, appliquant du rouge à lèvres, ricana. Un cadeau? Qu'est-ce que c'est? Ta démission de ton poste de femme de ménage dans cette maison? Madame Suzanne ricana. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter avec quelqu'un d'aussi inutile que toi. Marie sourit de nouveau, un sourire silencieux, froid, affûté comme une lame de rasoir. C'est bon. La police rira pour moi. Ding dong. La sonnette retentit. Monsieur Roger, qui feuilletait son journal, leva les yeux. Qui est là si tôt? J'y vais, dit Marie. Thomas fronça les sourcils et la suivit vers la porte. Alors que la porte principale s'ouvrait, 2 policiers entrèrent. L'un est le lieutenant George Harris. L'autre, l'officier Sarah Wilson, dit l'homme grand, montrant son insigne. Nous sommes ici en réponse à un rapport de violence domestique et d'agression physique. Quoi? S'exclama Thomas. Les yeux de Madame Suzanne s'écarquillèrent. Vous vous trompez de maison. Pas d'erreur, Madame Suzanne Johnson, dit Sarah d'une voix sévère. Nous avons des séquences vidéo, des images, des témoignages et une plainte officielle déposée par la victime, Mary Davis. Marie s'avança, se tenant à côté des officiers. Dans sa main se trouvait une clé USB argentée. J'ai déposé la plainte. J'ai soumis les preuves. Thomas recula. Tu es folle. Tu veux détruire cette famille? Non, dit Marie lentement. Je ne veux rien détruire. Je veux juste que la vérité soit regardée en face. Sarah fit le signal. George sortit les menottes. Thomas Johnson, vous êtes en état d'arrestation pour agression, voie de fait et abus émotionnels graves. Toutes vos actions sont documentées. Quoi? Cria Thomas, reculant. Je n'ai rien fait. Elle a tout inventé. Sarah dit froidement. Nous avons une vidéo de vous la frappant au ventre. Un enregistrement clair de vous disant, si tu ne peux pas enfanter, alors sors de cette maison. Madame Suzanne cria. Non, vous ne pouvez pas faire ça. C'est ma belle-fille. Elle vit dans ma maison. Elle appartient à cette famille. Marie se tourna vers Madame Suzanne pour la première fois sans baisser la tête. Non, Madame Suzanne, je n'appartiens à personne. Sarah leva la main. Madame Suzanne Smith, vous êtes retenue pour enquête concernant la complicité, l'agression verbale, l'attaque physique et la violation de la dignité. Vous n'êtes pas autorisée à quitter la zone pendant l'enquête. Non, vous n'avez pas le droit. Cette femme n'a pas d'enfant. Elle n'est même pas humaine. Marie hocha la tête, ses yeux ne quittant jamais le visage de Suzanne. Vous avez raison. Je n'ai pas d'enfant. Mais aujourd'hui, je me suis donné naissance à moi-même. Clara et Daniel restèrent figés. Monsieur Roger plia tranquillement son journal et rentra dans sa chambre, ne disant rien. Peut-être qu'il avait toujours su, mais il n'avait jamais pris parti. Thomas fut menotté dans la cour avant, juste devant le portail où Marie avait été traînée par les cheveux, où elle s'était agenouillée. Les voisins commencèrent à se rassembler et à regarder. Marie, la voisine qui n'avait jamais beaucoup parlé, murmura doucement, « Thomas, il a vraiment été arrêté. » Un homme debout à proximité, tirant sur une cigarette, dit, « Pas étonnant que sa femme ait l'air si maigre, toujours la tête baissée. » Maintenant tout a un sens. Thomas cria en se débattant. « Tu vas le regretter, Marie. Je vais te poursuivre en justice. » Marie sourit. Un sourire lent, de travers, calme, inébranlable, sans peur. « Tu peux me poursuivre, dit-elle. Mais cette fois, la loi est de mon côté. Et s'il y a quelqu'un qui va regretter quelque chose, je doute que ce soit moi.
Alors que la voiture de police emmenait Thomas loin de la route de pierre, Marie se retourna pour regarder la maison qui avait autrefois été un enfer. Elle entra et vit Madame Suzanne crier toujours après les 2 officiers. Elle a trompé toute ma famille. C'est une femme stérile, inutile. Georges se tourna vers Marie et demanda doucement, « Voulez-vous aussi l'emmener au poste ?» Marie regarda Suzanne une dernière fois. Puis elle dit, « Non, je n'ai pas besoin qu'elle soit enfermée. J'ai juste besoin qu'elle voie clairement que j'ai survécu. » 1 heure plus tard, Marie se tenait devant le portail de la maison, tenant un petit sac à main, une chemise à dossier à la main. À l'intérieur, une ordonnance de protection temporaire de la police et une offre d'emploi du cabinet de design de Boston où Alan, son ancien collègue, l'attendait. Jane s'approcha et la serra fort dans ses bras. « Tu as réussi. » Marie sourit et lui serra la main. « Je n'aurais pas réussi sans toi. » Jane essuya ses larmes. « Tout ce quartier pensait que tu n'étais qu'une ombre. Mais maintenant tu brilles comme une lame. » « J'étais une ombre, dit Marie. Mais maintenant je sais briller par moi-même. » Avant de partir, Marie tourna la tête une dernière fois. Madame Suzanne se tenait au milieu de la cour. Hébétée, Marie ne souriait plus. Elle fit simplement un dernier signe de tête d'adieu. Boston. Pendant des mois après que Thomas fut menotté et que Suzanne fut placée sous surveillance judiciaire, Marie se tint devant un petit appartement au 3e étage de Beacon Street. Elle glissa la clé dans la serrure et la tourna. La porte s'ouvrit. Pas de cris, pas de colère, pas de regard perçant, juste une lumière douce venant de la grande fenêtre et l'air frais d'un matin libre. L'intérieur de l'appartement ne mesurait qu'environ 400 pieds carrés, un bureau avec un ordinateur portable et une étagère bien rangée de fournitures artistiques, une petite bibliothèque, un tableau de fleurs poussant sur un mur de briques fissurées était accroché sur un mur usé, mais maintenant dans un nouveau cadre. Marie laissa tomber son sac sur le canapé, retira son écharpe et respira profondément. La liberté n'a pas d'odeur spécifique. Mais pour Marie, elle avait d'un goût. Le goût du vent du matin sans mots durs. Le goût d'un espace non surveillé. Le goût d'être elle-même. 8 heures, Marie entra dans la salle de bain, se lava le visage et se prépara une tasse de café noir. Personne ne se plaignit de la quantité de sucre. Personne ne la força à changer de marque de lait. Elle s'assit sur le petit balcon, regardant la circulation en contrebas. Il y avait un calme dans son cœur, non pas un vide, mais une plénitude. Après avoir survécu à une tempête au bureau de Light and Space Design, Alan, son ancien collègue, donnait des instructions à un groupe de stagiaires. Marie entra, offrant un doux sourire. Marie, juste à temps. Alan rayonna, s'avançant pour la serrer dans ses bras naturellement. Premier jour de retour, je devais faire bonne impression, répondit-elle. Sais-tu depuis combien de temps je t'attends ? Tout ce bureau a regretté ta façon de gérer l'éclairage et la couleur comme personne d'autre. Marie sourit, acceptant le tableau de design de sa main. Merci de m'avoir gardé une place et d'avoir cru en moi. Si je ne l'avais pas fait, qui d'autre concevrait l'exposition du mois prochain pour les invités VIP de Barcelone ? Elle secoua la tête, souriant toujours cette fois. Un vrai sourire, sans retenue, sans prétention. À midi, Marie se rendit au Boston Common, le parc où elle avait l'habitude de dessiner quand elle était étudiante. Elle sortit son carnet de croquis et s'assit sur un banc sous un eucalyptus. Des enfants riaient. Un vieil homme lisait un journal. La brise faisait doucement onduler son manteau. Elle dessina une paire d'yeux qui ne contenaient plus de peur. Puis une paire de mains qui ne tremblaient plus. Puis une silhouette debout, ne s'inclinant pas. À la fin de la journée, Marie rentra chez elle. Elle ouvrit son ordinateur portable et consulta ses emails. Il y avait un nouveau message de l'avocat Brown, son représentant légal pour l'affaire en cours. Chère Madame Davis, nous avons reçu confirmation. Thomas Johnson est actuellement en détention en attendant son procès et n'est pas autorisé à vous contacter ou à vous approcher dans un rayon de 200 mètres. Madame Suzanne Smith est limitée à Concord et est sous surveillance judiciaire, faisant face à des accusations d'abus domestiques organisés et de mauvais traitements dans un cadre familial. Nous fournirons d'autres mises à jour après l'audience de la semaine prochaine. Sincèrement.
Marie le lut à nouveau. Puis encore, non pas parce qu'elle n'y croyait pas, mais parce que, enfin, la justice ne semblait plus être un rêve lointain. Cette nuit-là, elle ouvrit son vieux journal, celui qui l'avait suivi à travers toute l'horreur. Elle lut chaque page, chaque ligne tremblante, chaque trace d'encre maculée de sang séché. Sur la dernière page, elle ajouta une phrase de plus. « Je ne suis pas morte. J'ai survécu et je suis renaître. » Une semaine plus tard, Marie accepta une invitation à participer à Free Spaces, une exposition de design d'intérieur organisée par la ville de Boston. Sa pièce était une petite pièce avec un mur de briques fissuré. Au milieu du mur, un étroit espace, et de là, une petite plante en pot poussant, éclairée par une lumière LED cachée. Sous le mur, une petite pancarte indiquait « La liberté n'a pas besoin d'être un manoir. » Juste une bouffée d'espace où l'on peut s'appeler par son nom. Les visiteurs s'attardaient longtemps dans ce coin. Un après-midi, Jane appela Marie en vidéo. Elle travaillait toujours juste à côté de leur ancien quartier. « Tu sais quoi ? Suzanne est toute seule maintenant. On dit que tout le monde a Concord vite. Daniel est parti. Personne ne sait où. Clara a emménagé avec son petit ami. Étage M, Roger. Eh bien, il est aussi silencieux que jamais. Tu vas bien ? Demanda Marie. Jane sourit brillamment. Je vais très bien. J'apprends l'anglais. Je veux étudier en soins infirmiers à l'étranger l'année prochaine. Tu peux le faire. Je t'ai vu et j'ai su que n'importe qui peut changer sa vie s'il est assez courageux. Marie ne dit rien. Elle hocha simplement la tête. Mais à l'intérieur, une petite vague s'agita doucement, pas bruyante, pas violente, mais assez pour pousser un bateau vers la lumière. Cette nuit-là, Marie ouvrit la fenêtre du balcon. Boston scintillait de lumières urbaines. La circulation bourdonnait toujours sans arrêt, et pour la première fois depuis des années, son cœur ne se serra pas au son d'un coup. Il ne se figea pas quand quelqu'un éleva la voix. Elle se prépara une tasse de café. Personne ne lui dit combien de lait ajouter. Personne ne lui dit comment être le bon type de femme. Elle s'assit, prit une gorgée et laissa un rictus étirer ses lèvres. Non pas parce qu'elle avait vaincu quelqu'un. Non pas parce que quelqu'un était tombé, mais parce qu'elle avait survécu. Et maintenant, elle était vraiment vivante. Je m'appelle Marie Davis. Je ne suis pas une ordure. Je ne suis pas une ombre. Je n'appartiens à personne. Je suis moi et je suis libre. L'histoire de Marie est un puissant rappel que le silence n'est jamais la solution face aux abus. L'endurance ne fait pas gagner l'amour. Elle ne fait que prolonger l'obscurité. Même poussée à bout, une personne a toujours le droit et la force de se relever et de reprendre sa vie. La justice peut venir tard, mais elle n'est pas invisible si nous osons parler. La liberté n'est pas donnée. Elle est revendiquée avec courage, avec vérité et avec la conviction inébranlable que nous méritons de vivre une vie digne. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à laisser un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à vous apporter des histoires émouvantes presque tous les jours. Nous vous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt.